Voilà. Et ça fait bizarre. Bon, alors aujourd'hui, c'est une thématique plus courte. Aujourd'hui, on parle du postpartum. Donc, voilà, on a fait déjà toute la partie bébé, la partie allaitement, accouchement. Donc là, aujourd'hui, on se fait le postpartum, le rétablissement. Un cours beaucoup plus rapide, hein, il y a moins de choses à en dire. Quoique c'est pareil, hein, tous les cours, ça dépend toujours le périmètre qu'on y donne. Et après, il nous restera effectivement la gestion de la douleur. Donc le postpartum, comme son nom l'indique, il commence une fois que le placenta il est délivré, parce que ça, on avait dit que c'était la troisième étape du travail. Et il va s'achever à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Après, voilà, on considère 6 semaines, hein, donc 42 jours après l'accouchement. Voilà, on considère que c'est toute cette période-là, le postpartum. Bon, après, il y a toujours, je ne sais pas si vous avez des bouquins enfin, si vous avez envie de lire un peu des livres là-dessus, mais il y en a qui parlent du mois d'or. Donc, dans ce cas-là, ça durerait que 1 mois. Il y en a qui parlent du 4e trimestre de la grossesse. C'est comme la 3e mi-temps, mais c'est le 4e trimestre. Mais globalement, on dit 9 mois pour faire un bébé, 9 mois pour s'en remettre. Le postpartum, c'est vrai que selon ce qu'on y inclut, voilà, ça peut être très large. On va dire que le rétablissement physique, en dehors du poids et de notre apparence, on va dire que dans tout ce qui va être nos paramètres biologiques, tout ce qui s'est adapté dans notre corps au mode grossesse, ça met à peu près 1 mois et demi à se réadapter au mode non-grossesse. Donc on va considérer 3 sous-périodes. La première période, ça va être le postpartum immédiat, les deux premières heures qui suivent la naissance, puis le postpartum précoce, donc les quelques premiers jours. Pareil, version floue, parce qu'avant, les séjours en maternité, c'était 10 jours, 15 jours, et puis maintenant, c'est plutôt 3 jours, voire 2 jours. Et après, effectivement, le postpartum un peu plus au long cours, les 6 semaines en question. Donc sur le postpartum immédiat, on va surtout s'assurer de en fait, c'est ça, c'est pour ça qu'en France, on a une très mauvaise opinion des accouchements à domicile. C'est parce qu'on nous dit excusez-moi, il y a un avion qui passe. Voilà. On peut considérer que l'accouchement a été normal que 2 heures après l'accouchement. Donc ça veut dire qu'en gros, il faudrait médicaliser à mort jusque-là pour s'assurer qu'en fait derrière, c'était, on peut dire ah bah oui c'est bon, c'est parce qu'on sait, on a tout médicalisé qu'on sait qu'on a maîtrisé le procédé. Bon, pas forcément, mais voilà, ça fait partie des arguments à dire que l'accouchement à domicile ne devrait pas être, pas être recommandé en tout cas. Bon, c'est toujours un point de vue très médicalo et hospitalo-centré. Donc pendant ces 2 heures, on va surveiller effectivement, principalement en fait, c'est les saignements. C'est surtout ça qui va être notre point d'attention prioritaire, et ça va se décliner en 4 gestes pour s'assurer que, voilà, que ça se passe bien. Alors il y a aussi évidemment l'adaptation du bébé, mais voilà, après c'est chacun son suivi. Donc sur la maman, le suivi, c'est les saignements. Donc effectivement, on va régulièrement vérifier la quantité des saignements. Et ça va passer par le tonus de l'utérus. Donc, du coup, à chaque fois, on va, en gros, grosso modo, tous les quarts d'heure, 20 minutes, une demi-heure, il y a la sage-femme qui va passer vous voir, qui va effectivement palper l'utérus, vérifier qu'il est bien tonique, c'est-à-dire dur, qu'il est tout contracté. S'il est tout contracté, ça veut dire qu'il n'y aura pas de saignement. Et puis, effectivement, elle va regarder entre vos jambes, sur la lèse, sur les protections, voir un peu la quantité de sang qui s'est écoulée. Donc, vous vous étonnerez pas, en tout cas, vous allez sentir effectivement que ça coule. On peut avoir facilement une tache qui fait, voilà, ça sort de l'écran, qui fait 30 cm de diamètre, voire encore plus que ça, voire même 2 à l'aise avec des taches de 30 cm de diamètre pendant ces 2 heures. Donc vous n'avez jamais perdu une quantité de sang pareille, hein. On est d'accord que pendant les règles, c'est la totalité des 4-5 jours de règles cumulées, on n'est pas sur une tache de 30 cm. Donc effectivement, c'est bien plus important que ce que vous connaissez d'habitude, mais nous, 30 cm, une tache de 30 cm, ça ne nous inquiète pas. On est vraiment dans la chose à peu près la plus normale. Au moment même de l'accouchement, d'ailleurs, on vous met une espèce de champ sous les fesses, et il y a une espèce de poche de recueil, un sac en plastique en dessous, qui est gradué, et on a facilement 200 ml, 300 ml sur un accouchement en une fois, au moment de la délivrance, et c'est normal. Donc vous inquiétez pas. Une fois que l'accouchement, voilà, qu'il est tout fini, qu'on vous réinstalle, qu'on vous remet au propre, on enlève ce sac gradué, on vous remet sur les alaises sèches, et je vous dis, on peut mettre facilement 1, 2, voire 3 alaises sur ces 2 heures. Voilà. On va aussi prendre le tonus utérin, le volume des saignements.
on va prendre vos constantes, enfin votre pouls et votre tension. Voilà, c'est les 4 paramètres de surveillance pour vous. Votre pouls, en fait, si jamais il y a des saignements importants, le pouls va augmenter. Si jamais vraiment ça va mal, la tension va finir par se casser la binette. Donc voilà, c'est pour ça qu'on surveille ces 4 paramètres-là pour la maman. Du côté du bébé, on surveille effectivement qu'il est bien tonique, qu'il est bien dynamique, qu'il vous regarde. Au début, effectivement, qu'il a fait son premier cri, mais après, rapidement, on va vérifier qu'il reste bien au chaud, donc on prendra une température. On va vérifier qu'il s'adapte bien, donc qu'il respire bien, tout ça, qu'il fait son petit bonhomme de chemin, qu'il commence à s'éveiller, ouvrir les yeux, et puis qu'il commence à s'alimenter. Voilà, mais globalement, au cours de ces 2 premières heures, c'est à peu près tout ce qui se passe pour lui. Finalement, on essaie de le laisser le plus tranquille possible. Moi, j'essaie d'attendre la fin des 2 heures pour après l'examiner de la tête aux pieds, le peser, le mesurer, tout ça, et faire son examen clinique complet. Après, en maternité, des fois, selon l'urgence, le nombre de personnes et tout, elles sont un peu obligées de s'organiser différemment, d'aller faire l'examen clinique du bébé assez rapidement pour pouvoir après finir les papiers à temps le plus vite possible dans les 2 heures. Une fois, et après, à la fin des 2 heures, vous êtes autorisé à remonter en chambre si tout s'est bien passé. Ces 2 heures-là, elles passent à une vitesse folle parce que déjà, vous avez votre bébé, mais c'est surtout que sur la première demi-heure, on va dire, donc vous avez accouché. Il y a le placenta qui a été délivré. Et après, on vous nettoie, on fait le check-up sur le périnée aussi. On va devoir regarder s'il y a eu des déchirures à droite, à gauche, machin. Est-ce qu'il faut faire des points ou pas. Le temps de s'installer au propre, donc de vous refaire toute propre. De préparer le matériel pour suturer et puis pour suturer en soi-même. De prendre bien le temps de vérifier que tel morceau avec tel autre, que c'est bien bord à bord sur les mêmes qualités de tissu. Mine de rien, la première demi-heure, elle est déjà cramée, le temps qu'on vous recouse et tout. Comme je disais dans mon tout premier cours, le cours sur le bébé, c'est vrai que je trouve que même s'il y a suture, le bébé, il devrait vraiment rester dans les bras de sa maman et en peau à peau pendant cette période-là. C'est comme ça, au moins, vous vous préoccupez pas trop de ce qui se passe en bas. Le niveau de stress est bien plus faible et en même temps, le bébé, il perd pas contact avec sa maman. Donc, je le redis, même s'il doit y avoir suture, l'endroit où on est le mieux, où le bébé il est le mieux, ça reste sur vous. Même si la sage-femme vous dit oui, il sera mieux sur le papa. Ouais, c'est chouette le pot à pot avec le papa, mais bon, ça peut être différé après la première tétée. Donc au niveau des sutures, souvent c'est quand même quelque chose qui vous pose beaucoup de questions. Alors je parle suture, je parle peu épisiotomie. Je crois qu'on en a parlé sur le cours sur le travail parce qu'Amélie avait posé la question. Les épisios, c'est vraiment devenu presque anecdotique, franchement. Donc essayez de vous dire qu'on en fait le moins possible et que si jamais vous en avez une, c'est que vraiment elle était nécessaire. Vraiment maintenant, je crois qu'à Esta, on est passé à 5% d'épisio, donc ça devient vraiment faible. Donc ouf, il se passe enfin des choses dans le domaine de l'obstétrique. Ou plutôt, il arrête de se passer des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu. Mais voilà, vraiment, l'épisiotomie, on essaie d'oublier ce méchant terme et ce vieux truc. Mais voilà. Donc, l'épisio, si jamais on n'en a pas déjà parlé, c'est effectivement couper le périnée un peu en diagonale comme ça. Donc, on imagine ici, c'est la vulve, le bas de la vulve. Et on coupe en diagonale pour éviter d'aller toucher le sphincter anal si jamais il devait y avoir une déchirure qui devait aller jusque-là. Les déchirures qui font autant de distance, c'est rare. Il vaut mieux naturellement que ça se déchire, ça va suivre un trajet bien plus normal en fonction du type de tissu qu'on rencontre, que ce soit de la muqueuse, du muscle ou des ligaments ou des choses comme ça. Ça se déchirera de manière plus au bon endroit, entre guillemets, comme s'il y avait une prédécoupe, entre guillemets. Et donc, du coup, déjà, les sutures seront moins invasives, moins importantes, et le rétablissement derrière sera meilleur que si on avait coupé. Ce sera moins douloureux pour vous. Généralement, je dis pas, mais généralement les femmes qui ont une épisiotomie, elles sont plus douloureuses que quand c'est une déchirure qui a été suturée. Après les déchirures, ça concerne quand même un certain nombre de femmes, je dirais 60-70% quand même, c'est assez fréquent. Des déchirures vraiment très sévères, très profondes, qui vont aller toucher le sphincter, on est sur 1 à 2%, c'est vraiment très peu. Donc, vous inquiétez pas là-dessus, même si on ne fait pas d'épisio. Parce que je sais plus, j'avais une patiente il n'y a pas très longtemps, j'avais l'impression qu'elle était déçue que j'ai pas fait d'épisio. Elle avait eu une suture. Pour elle avait gardé un mauvais vécu d'accouchement. Alors que moi, j'étais plutôt contente de l'accouchement, j'étais un peu dégoûtée, quoi. Bref, vaut mieux une déchirure qu'une épisiotomie, je vous le garantis, en termes de douleur, de rétablissement, de profondeur, de quantité de dégâts, on va dire, c'est beaucoup mieux une déchirure.
Dans tous les cas, c'est la même chose derrière. On fait des sutures avec du fil qui est complètement résorbable. Ça s'appelle même résorbable rapide, c'est-à-dire qu'en une quinzaine de jours, le fil a perdu plus que la moitié de sa résistance. Donc en fait, ils vont se désagréger tout seuls dans vos tissus, hein. La partie qui sera à l'intérieur de la chair, hein, ils vont fondre en fait, hein. Et donc après, du coup, vous allez perdre des morceaux de fil par le dessus, ce qui était à la surface, ça va tomber tout seul. Grimace de Clémence. Non, mais ça peut paraître un peu dégueu, mais ça se fait bien. Et ben, mon accouchement d'il y a 2 semaines et demie, j'ai vu la patiente vendredi au cabinet et elle m'a demandé de vérifier sa suture. Et parce qu'effectivement, j'ai dû faire un petit peu de surjet sur le côté là. Effectivement, du coup, j'avais fait un surjet comme ça, un fil en continu parce que là où il était situé, enfin bref, ça s'y prêtait mieux. Et en fait, j'avais l'impression que c'était des faits. Alors les tissus en eux-mêmes, ça se colle en 5 à 7 jours, hein, donc c'est très rapide. Et du coup, les fils, bah, comme ça faisait déjà 15 jours qu'elle avait accouché, en fait, ils s'étaient dissous. Et j'ai eu juste à frotter comme ça avec le doigt, et les petits morceaux de fil sont tous partis un par un. Voilà, donc ça se fait tout seul. C'était très très propre, c'était bien soudé, elle avait plus mal du tout. Donc voilà, sans problème, hein, sur les petites déchirures, sans problème. Donc en fait, les déchirures, donc je vous remets ma petite vulve, c'est très souvent les déchirures plutôt par là, hein, effectivement, au niveau de la fourchette vaginale, hein, c'est-à-dire vers en direction de l'anus, effectivement. Ça va se fendre comme ça, et donc du coup aussi un petit peu comme ça le long de l'hymen. Donc on rapproche tout, hein, tout simplement, on rapproche tranquillement. On va finir de rassembler à l'intérieur, au niveau du vagin. Donc les points vaginaux, c'est comme à l'intérieur de la bouche, hein, la muqueuse, elle se reconstruit beaucoup, beaucoup d'elle-même. Il y a certains endroits qui peuvent beaucoup saigner, c'est pour ça qu'on fait quand même les points. Mais du coup, ça se cicatrise très très bien, c'est assez peu douloureux au moment de la suture en elle-même, et ça se rétablit extrêmement vite. Donc là-dessus, il n'y aura aucune conséquence. Donc une fois qu'on a fait la muqueuse, on vient ici un petit peu en sous-cutané, puis après, s'il y a eu le muscle qui a été touché, c'est pareil, voilà, on est sur le muscle en dessous de la peau, donc c'est pareil, ça va se résorber tout seul dans les tissus, peu de conséquences, éventuellement si le muscle est touché, ce sera la conséquence, mais au niveau de la rééducation du périnée. Et après sur la peau, c'est un peu plus sensible au moment où on passe le fil, au moment où quand vous ferez votre douche, vous pourrez les sentir, les toucher. Je vous recommande de faire la douche à la main tranquillement, hein, la petite toilette locale avec un savon doux pour toilette intime, hein, ou votre savon classique, ce que vous voulez, pas trop parfumé, c'est quand même le mieux. Mais voilà, juste les seuls soins qu'il y a à faire sur nos déchirures ou notre épisio, si jamais il y avait une épisio, c'est juste une douche tous les jours et une petite toilette supplémentaire après être allé à la selle. Mais sinon, une à deux douches par jour, voilà, c'est les seuls soins qu'il y a à faire. Pas besoin de passer à la bétadine ou quoi que ce soit, tant qu'on est dans des déchirures qui se passent bien et que la cicatrisation se passe bien. Mais voilà, juste une hygiène normale avec de l'eau et du savon. On sèche bien et puis on met ses protections et on change régulièrement les protections. Voilà, pas toutes les 3-4 heures grand max. Je préfère que vous mettiez des protections moins absorbantes, moins grosses et les changer plus souvent. Et comme ça restera au propre. Si ça commence enfin en fait une mauvaise hygiène, ça va faire une mauvaise qualité des points et c'est là qu'on peut avoir des fils qui se cassent et que ça fasse ça se rouvre à cause de ça. Donc c'est vraiment important qu'il y ait une bonne hygiène à ce niveau-là, mais sans non plus en faire des tonnes, quoi. Donc voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire au niveau des fils? Comme je vous dis, ils vont tomber tout seuls dans les 15 jours, 3 semaines. Si vraiment vous aviez des très grosses déchirures où les fils avaient lâché un peu vite, alors pas moi, mais j'ai des confrères qui ont des machines spéciales de radiofréquence qui peuvent améliorer la cicatrisation et accélérer la cicatrisation. Donc, alors, moyennant des dépassements d'honoraires de 20 à 30 euros, mais on a des collègues qui font ça sur Clermont et ça améliore beaucoup la cicatrisation et la rapidité aussi. Donc ça peut se faire. Voilà, selon ce qui se passera, vous me direz. Voilà un petit peu sur la suture. Et puis je vous dis après, l'heure et demie de surveillance qui reste, elle est vite passée aussi. Vous faites câlin, tout ça. À la fin des 2 heures, donc je vous dis, le bébé il est examiné de la tête aux pieds. Vous aussi, c'est un petit peu pareil. On vous refait le check-up. Donc je vous ai dit tous
toutes les 15 minutes, la sage-femme, elle vient appuyer sur l'utérus et tout. Alors, c'est un appui assez ferme quand même, parce qu'on va vider un peu, on va chercher du moins à vider le contenu de l'utérus si jamais il devait y avoir des caillots ou du sang, parce qu'un utérus qui est pas bien vide, il va avoir du mal à se contracter. Comme nous, on veut qu'il soit bien contracté, il faut qu'il soit vide. Et à la fois, la contraction, elle sert à le vider. Donc, on va effectivement appuyer assez fort, masser. Voilà, moi en tout cas, ce que je fais, c'est que je le fais sur l'expiration. Je vous préviens, on le fait à deux. On inspire et au moment où vous soufflez, j'appuie fort sur l'utérus. Si tout de suite je vois que c'est bien tonique et qu'il n'y a rien qui coule, tout de suite je retire ma main et puis basta, terminé. Je vous embête pas plus. Mais ça, effectivement, régulièrement au cours des 2 heures. Et à la fin des 2 heures, on refait une dernière fois. On vous met tout au propre. Alors, selon les endroits, moi je sais qu'à Bergerac, rapidement, ils me disent si ça se passe bien en salle de naissance, si tu n'avais aucun doute sur la délivrance, sur quoi que ce soit, et tout s'est bien passé, j'enlève carrément la voie veineuse. On enlève tout de suite le cathéter. À Estaing, ils sont pas encore comme ça. Ils enlèveront le cathéter. Alors, on va le boucher, on va enlever la perf. Il y aura plus le fil qui va rester, mais on va mettre un petit bouchon à la perfusion. Mais vous allez le garder. Donc, je montre la main, mais c'est sur la main, sur l'avant-bras ou c'est au pli du coude. Mais c'est plus, on essaie de viser l'avant-bras parce que c'est moins gênant pour vous généralement pour accoucher. Et on essaie de garder ça jusqu'à ce que vous soyez levé pour la première fois et que vraiment on est au clair là-dessus. On sait qu'il n'y a plus de risque hémorragique ou vraiment rarissime, et on vous enlève la voie veineuse à ce moment-là. Si jamais péridurale, le cathéter, il est donc c'est un petit tuyau qui est dans votre dos, un petit tuyau tout fin. Il n'y a plus d'aiguille du tout. Le médecin, l'anesthésiste, il a besoin d'une aiguille pour poser la péridurale entre 2 vertèbres et tout. Il passe dans l'espace en début de travail. Une fois qu'il a trouvé le bon endroit, il fait glisser un fil dans son aiguille. Une fois que le fil il est bien en place, hop, il retire l'aiguille et après on scotche partout dans le dos, tout ça, pour être sûr que ça bouge plus. On met vraiment des grands scotch énormes et après ça bouge plus pendant toute la durée du travail, quelle que soit sa durée. Et voilà, comme ça après on pourra. En fait, derrière, il y a une pompe ou un pouce-seringue, ça dépend comment les maternités elles sont équipées. Mais quelle que soit la durée du travail, vous pouvez très bien avoir une péridurale qui peut durer 24, 48, 72 heures. Là, je parle en dehors du domaine de l'obstétrique, mais on peut entretenir une péridurale sur plusieurs jours. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous inquiétez pas. Même si vous arrivez à la fin de la première poche de produit ou de la première seringue, on reprépare et on remet et il y en a à volonté. Vous inquiétez pas. Voilà, donc ça dure le temps qu'il faut. Et en sortant de salle de naissance, on vous fait l'épilation du dos, on vous enlève tous les scotch et on vous enlève le cathéter péridural aussi. Donc en fait, vous repartez en chambre juste tranquillement. On vous refait une petite toilette en bas, on vous met des protections et on enlève tous les tuyaux qui dépassent ou presque au petit cathéter près. Quand vous rentrez dans votre chambre, vous levez pas toute seule. Vous essayerez de bien boire parce que déjà généralement vous avez peu bu pendant l'accouchement. Donc vous boirez bien. Du coup, l'envie de faire pipi reviendra assez vite et comme ça, vous pourrez sonner pour que la sage-femme ou l'auxiliaire, elle se lève avec vous. Faites pas le premier lever toute seule. Surtout s'il y a eu péridurale. Franchement, les repères sont pas pareils. On peut vite faire un malaise, ne serait-ce que déjà, il y a eu l'émotion, il y a la fatigue. Il y a toujours, comme je vous dis, une quantité de sang perdue liée à l'accouchement. On peut vite fait faire le malaise au premier lever, donc vraiment, vous le faites pas toute seule. Vous allez aller faire votre pipi. Une fois que le pipi il est fait et tout, après vous êtes autonome dans votre chambre pour vous lever à nouveau, faire votre douche, tout ça. Sauf si le premier lever, ça s'est pas bien passé, mais voilà. La péridurale, on va éteindre du moins la diffusion du produit. Après, souvent pendant le temps de la suture, on la laisse encore en marche. Ça continue à diffuser en continu. Et dès qu'on a fini les sutures et tout, on l'éteint. Et vous allez retrouver la sensibilité dans les jambes, dans le bassin et tout sur à peu près les 2 heures. D'ailleurs, vous ne retournez pas en chambre tant que les jambes elles bougent pas bien généralement. Mais on vous demande pas de vous lever pour le moment. Et sur après le temps, 1 heure, 2 heures où vous êtes en chambre, et bien là au moment du premier lever, généralement vous aurez retrouvé toute votre sensibilité. Normalement, vous tenez sur vos 2 jambes. Il y a debout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça prend un petit peu de temps. Voilà à peu près. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ces 2 premières heures? Je crois qu'on n'est pas trop mal. Après, vient le temps en chambre. C'est un petit peu pareil, tous les jours, il y aura on fera en fait, on vous demandera un peu les saignements, on regardera que l'utérus il est bien tonique, qu'il se rétracte bien. On vérifiera, on vous demandera est-ce qu'au niveau pipi ça vous brûle, tout ça, est-ce que vous êtes retourné à la selle, machin. Donc tous les jours, la sage-femme elle viendra faire son examen tous les matins.
Et on cherchera un petit peu, voilà, toutes ces mêmes choses-là, que l'utérus, il est bien tonique, mais souvent, il sera moins dur que le premier jour. En fait, ce qui se passe au cours des premiers, souvent sur les 3 premiers jours, hein, quand même, on le sent bien. Même quand c'est un premier bébé, vous allez sentir des contractions, que ce soit pendant la tétée ou juste après la tétée ou carrément en dehors. Ça peut être aussi au moment seulement où le bébé il pleure, ça vous fait contracter l'utérus parce que ça vous fait une décharge d'ocytocine. Et ça, l'utérus, ben, effectivement, il doit continuer à se contracter. Alors pendant les 6 premières semaines, hein, d'ailleurs, parce que c'est à peu près le temps qu'il lui faut pour retrouver sa taille. On va passer d'un utérus qui fait actuellement à peu près 30 cm de haut, parce que c'est ce que fait le bébé. Là, vous savez, quand on mesure tous les mois, nous, la hauteur utérine, ben, c'est bien l'utérus, hein, en fait, hein, qu'on mesure. Donc votre utérus, juste après l'accouchement, juste après que le bébé il soit sorti, il est plus qu'à peu près au nombril, mais il est encore du coup gros comme une belle petite pastèque, hein. Et sur les premiers jours, on va être à peu près, on va passer de la grosse pastèque jusqu'à à peu près gros comme ça à la fin de la première semaine de postpartum. Donc quand même, il y a un énorme travail qui est fait en une semaine par l'utérus pour se restreindre à nouveau à cette taille-là. Et après, pour passer de ça jusque ça qui est la taille normale, à peu près une figue, hein, c'est comme ça un utérus, hein, en dehors de la grossesse, c'est tout petit. Et donc du coup, ça, il va le faire sur les 5 semaines suivantes, on va dire. Et c'est là que, ou allez, on va dire 3 semaines suivantes. Donc à peu près 1 mois pour que l'utérus il reprenne sa taille. Et donc c'est à peu près, ben, pendant 1 mois, vous pouvez sentir de temps en temps encore des contractions ou une espèce d'inconfort en bas. Comme c'est votre premier bébé pour toutes les 3, souvent c'est des contractions qui sont peu intenses, peu douloureuses, modérées. Quand c'est le bébé numéro 2, 3, 4, ça peut être potentiellement assez contractile, hein, quand même. On peut le sentir assez fort, et des fois, les femmes, elles ont carrément besoin de souffler, voire même on est proche, on n'est pas autant que pendant le travail, mais ça peut être un peu costaud. Et pendant le travail, c'est cool, c'est motivant, c'est que croissant, ça dure quelques heures et on a vite le bébé dans les bras. Quand c'est en postpartum, bah, ça dure plusieurs jours et c'est pas cool. Bon, c'est pas en continu non plus, par contre, hein. Mais voilà, ça peut être assez dur pour les grandes multiparts. Le postpartum, ça peut être assez costaud. Au niveau antalgique, on vous proposera assez systématiquement du paracétamol, donc du Doliprane. Le Spasfon, c'est pas fou, hein. Vous savez que ça aide un petit peu dans le cadre de la grossesse, c'est assez utile, hein, le Spasfon, mais dès qu'on est en postpartum, bah voilà, ça doit se contracter, ça se contractera de toute façon, hein. Donc ça se Spasfon ou pas, ça va pas faire des tonnes de choses. Le mieux du mieux, c'est d'aller taper sur les anti-inflammatoires, hein. Si vraiment il y a des grosses douleurs, tout ce qui va être ibuprofène, voire kétoprofène, si vous tolérez bien au niveau digestif, c'est ce qu'il y a de mieux, et on vous en proposera assez facilement, voire encore d'autres molécules si ça va pas. Si c'est pas suffisant, mais voilà, généralement ça se passe quand même assez bien au-delà du paracétamol, voilà, c'est souvent bien. Le soir, hein, anticipez bien, hein, votre utérus il est plus contractile le soir pendant la grossesse, ce sera pareil après, donc laissez pas trop traîner les douleurs, anticipez bien dessus pour être bien soulagé pour la nuit. Ouais, Clémence. On peut prendre des anti-inflammatoires avec l'allaitement? Oui, il y a un site internet qui vous aidera beaucoup sur toutes les prises médicamenteuses. Et ça, c'est lecrat.org, lecrat.org. Et c'est grossesse et allaitement d'ailleurs, hein, c'est pas que allaitement. La plupart des molécules passent très peu dans le lait. Parce que en fait, d'abord, ça doit passer par votre estomac et toute la chaîne digestive. Et donc déjà, rien que ça, la plupart des médicaments, ce qui vous arrive dans votre sang à vous, on n'est que sur 30 à 60% de la dose que vous avez ingérée. Il faut le savoir, ça, déjà. Donc en fait, dans votre sang, déjà à vous, il y a déjà beaucoup moins de ce que vous avez ingéré quand vous prenez n'importe quel médicament. Et donc en plus, pour qu'il y ait un passage vers le lait, il y a aussi un filtre important qui s'opère à ce moment-là. Troisième filtre, c'est le système digestif du bébé avant d'arriver dans sa circulation sanguine à lui. Donc il y a énormément, voilà, ces 3 filtres-là qui sont très importants. Et il y a très peu de molécules qui vont se retrouver dans la circulation sanguine du bébé, voire en très faible quantité. Et ne pas oublier qu'il y a énormément de médicaments, de molécules disponibles pour l'adulte, qui font aussi partie des molécules qui sont autorisées chez l'enfant. Donc, c'est rarissime, il y a très peu de molécules qui sont pas OK avec l'allaitement, en fait. Donc, gardez bien ça en tête, c'est que si un médecin, pour une angine, il vous dit « Ah, mais madame, vous allaitez, je peux pas vous soigner », c'est archi faux. Faux, 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 faux. L'amoxicilline et la plupart des antibiotiques sont très connus en matière d'allaitement et n'ont aucun souci. Les médicaments qui vont poser problème, c'est les médicaments du traitement du sida, par exemple. Et de toute façon, dans le cadre du sida, s'il n'y a pas une charge virale nulle,
ça peut poser problème aussi parce que le virus en lui-même passe dans le lait. Il y a les médicaments immunosuppresseurs dans le cadre du psoriasis ou des maladies auto-immunes sévères. Oui, effectivement, ça peut être gênant. Et quelques antidépresseurs aussi. Mais sinon, en dehors de ces cas-là, il y a peu de molécules qui sont pas compatibles avec l'allaitement. Et même dans le cadre des antidépresseurs, il y en a plein qui sont compatibles. On arrive toujours à faire un switch. Donc vraiment, on se pose pas trop de questions. On dit toujours c'est bénéfice-risque. Ah bah oui, mais vous allaitez, dans ce cas-là, vous allaitez où je vous soigne. Donc ça, le bénéfice, il n'est pas toujours en faveur de la médication, hein. Parce que arrêter brutalement l'allaitement pour le bébé, ça peut ne pas être bon pour son système digestif, ni pour vos seins, et puis pour le futur aussi. On sait très bien que l'allaitement, c'est quelque chose qui est protecteur pour le bébé de risque d'hypertension, d'obésité. C'est pareil pour vous aussi, obésité, hypertension, risque cancer du sein et tout. On est vachement mieux à allaiter sur des longues périodes. Donc le bénéfice-risque, il n'est pas toujours aussi évident que ça en matière d'allaitement. Il est souvent en bénéfice à l'allaitement, hein. Donc voilà, c'est vraiment pour recaler un peu le propos. Donc du coup, effectivement, anticiper un petit peu sur la douleur en postpartum, quel que soit le foyer douloureux, que ce soit des mamelons douloureux ou une montée de lait mal gérée, les seins qui font mal, ou un utérus qui se contracte fort et que ça fait mal, ou que ce soit des douleurs du périnée, il faut lutter contre la douleur parce qu'on a dit, si sécrétion douloureuse, on a une baisse de la sécrétion de l'ocytocine, et donc du coup, vous allez avoir un petit peu plus de mal à allaiter. Donc c'est important quand même de gérer sa douleur. Après, on n'est pas sur des douleurs le lendemain ou surlendemain d'un accouchement. Clairement, on est plein de courbatures parce qu'on a été crispé, parce que machin. On a un peu l'impression de s'être fait rouler dessus par un smirmorque. Mais globalement, en 48 heures, on est quand même pas trop mal, quoi. Enfin, un accouchement voix basse, on s'en remet quand même assez bien, assez facilement. Vous pourrez largement marcher. Au contraire, je vous engage à marcher dans votre chambre et dans le couloir et tout, parce que vous allez vous sentir mieux, en fait, hein. Un accouchement par césarienne, maintenant aussi, on essaye de beaucoup anticiper sur la douleur et de gagner beaucoup en mobilité pour les mamans, parce qu'en fait, la mobilité, ça éloigne aussi certaines maladies, hein, certaines pathologies. Mais du coup, aussi, pour vous, vous sentirez mieux, quoi. Et, donc, niveau douleur, faut y aller tranquille sur la césarienne, mais quand même, vous êtes assez mobile, hein. Dès le premier jour, ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise, est-ce qu'on vous laisse tranquillement dans votre lit après une césarienne. Le jour J, vous êtes levé. Une césarienne qui s'est passée dans des bonnes conditions, où il n'y a pas eu de saignement trop abondant ou quoi que ce soit, même si elle était en urgence, même si c'était pas une césarienne programmée, potentiellement, vous sortez de salle de naissance, de salle de réveil, sans votre sonde urinaire, et on a retiré aussi le cathéter péridurale où l'anesthésie, elle est passée. Donc ça veut dire que dans les 6 heures, c'est pareil, vous allez devoir être debout et aller vous lever toute seule pour aller faire votre pipi, hein. Donc on essaie de plus en plus de faire comme par voie basse. Certes, il y a eu l'opération et tout, mais vous êtes un peu penché, vous marchez comme une mamie, mais on a beaucoup aussi géré sur la douleur au moment de l'incision, et donc du coup, normalement, vous êtes bien. Vous êtes relativement bien. Ok ? Et donc vos saignements, ils vont continuer, hein, tant que l'utérus il n'est pas gros comme la petite figue. Vous allez avoir des saignements qui vont durer 4-5 semaines, hein. Je vous dis même la fin des 6 semaines. Des fois, les saignements se sont arrêtés depuis assez peu de temps. Les saignements vont être plus importants que des règles sur les 2 premiers jours, on va dire. Vous allez vraiment avoir des saignements importants. Même le premier jour, vous pouvez avoir des caillots, hein, carrément même de la taille de la paume de la main, hein. Tant que vous n'en avez pas 5 comme ça, oui, effectivement. Mais soyez pas choqués, hein, d'avoir enfin, si, ça surprend, hein, clairement, ça surprend. Mais un caillot, ça peut arriver et ça reste complètement normal, ok ? Vous pouvez en avoir des petits comme ça, plusieurs, 2, 3, sans souci. Comme effectivement, vous n'allez pas non plus faire un marathon la première journée, vous allez être beaucoup dans votre lit, et ça stagne dans le vagin, et au moment où vous levez, ou au moment de la tétée, ça contracte fort, ça expulse le caillot dans le vagin et dans la culotte, et au moment où vous levez, blablabla, ça dégringole. Bon, voilà, soyez pas trop surprise, mais ça devrait quand même, sous l'effet des contractions, ça va très vite baisser les quantités de saignement. Donc 2 jours assez intenses, assez abondants, mais gérable quand même. On se change que toutes les 3-4 heures, hein, quand même, hein. Le 3e jour, ça commence à être franchement plus light. C'est même parfois un peu clair. On a l'impression que ça va limite s'arrêter. On est un peu comme des fins de règles. Et puis bizarrement, ça reprend. On est à nouveau rouge, abondant. Alors soit à la fin de la première semaine, soit au bout de J10. Enfin souvent, voilà, ça diminue. Puis on a souvent un regain
à nouveau rouge, un peu abondant. Et puis après, ça rediminue. Et c'est là que ça va durer longtemps. Ça va être une petite trace pendant 3, 4, 5 semaines. Voilà, vraiment à voir. Et des fois seulement 10 jours. Et donc, prévoyez un petit peu tout en termes de protection. Le truc super abondant. Alors, je pense qu'à la Châtaigneraie, il faut venir avec toutes ces affaires. À Estin, faut venir, vous avez pas besoin de protection, sauf si vous voulez des beaucoup plus fines, plus habituelles. Mais sinon, les grosses protections pour les premiers jours bien épaisses, ils fournissent tout. Hein. Et donc, du coup, amenez que la taille normale. Prévoyez des serviettes de nuit, des serviettes de jour, des protège-slips, de tout, parce que je vous dis, sur les 4-5 semaines, vous allez passer par toutes les quantités. Changez régulièrement et prenez rien de parfumé, parce que comme vous allez avoir quelque chose en contact avec la vulve pendant 4-5 semaines, ça va vraiment provoquer des mycoses si vous mettez des trucs parfumés, des mycoses vaginoses. Enfin, franchement, ça va pas être terrible. Prenez les trucs un peu cotonnés. C'est vrai, celles qu'on trouve en pharmacie, elles sont plus chères, mais elles sont bien parce qu'elles ont pas d'odeur. Ou alors en magasin bio, ou en truc lavable aussi. Voyez éventuellement des culottes lavables, voilà, que vous changez régulièrement dans la journée. Pourquoi pas. Donc ces saignements, voilà, ils durent quand même un petit peu longtemps. Pendant tout le temps où vous avez des saignements, ça veut dire que l'utérus, le col, il est encore un petit peu ouvert. Hein. Et donc, il y a un risque infectieux quand même, un petit peu. Donc, ça veut dire qu'on mettra rien dans le vagin. Pas de tampon, pas de bain, pas de piscine, pas de cup et pas de mari. Voilà, tout simplement, j'ai tendance à résumer comme ça. La reprise des rapports, pas tant qu'il y a encore des saignements. Bon, généralement, quand vous avez encore les points qui sont en place, vous n'êtes pas trop pressé de reprendre. Une fois que les points ils sont partis, bon ben s'il y a encore des saignements et que vous êtes ultra pressé, bon ben pourquoi pas. Hein, de toute façon, c'est pas moi qui vais aller vérifier et faire le gendarme. Hein. Peut-être préservatif, histoire de dire que quand même on n'interagit pas trop au niveau des saignements et tout. Mais voilà, après libre à vous. Hein, normalement, effectivement, on reprend pas les rapports tant qu'il y a encore des saignements, mais voilà. Ce qui dit rapport dit contraception par contre. Donc le retour de couche, en fait c'est ça. Une femme qui n'allaite pas, son retour de couche potentiellement pourrait intervenir 6 semaines après l'accouchement. C'est pour ça qu'on dit que le postpartum c'est 6 semaines. Après le retour de la fertilité, il peut déjà être là. Tous les saignements des 42 premiers jours sont normalement liés à l'accouchement lui-même. S'il y a une pause et que ça revient, après on considère que c'est plutôt le retour de couche, quelle que soit l'abondance. Hein. Les premières règles après l'accouchement, des fois il y a des femmes qui me disent ça a duré 2 jours, c'était très peu intense. Franchement, je me demande si c'était ça. Et puis en fait, ça revient tous les mois. Donc c'est juste que le profil de saignement a évolué avec le climat hormonal qui s'est modifié avec la grossesse, avec l'accouchement. Et parfois avec l'allaitement aussi. Et puis il y a des femmes, le retour de couche, c'est chute du Niagara, ça dure 10 jours, c'est hyper abondant. Et puis les règles d'après, à nouveau, elles sont normales, classiques. Donc c'est très variable. Voilà, bon, vous verrez. Hein. Et après, si jamais il y a allaitement, les règles peuvent être plus ou moins irrégulières. Hein. Tant qu'il y a encore des tétés, ça peut être régulier pendant 2-3 mois, et puis à nouveau, ça se dérégule parce que le bébé, au moment où il aurait dû avoir l'ovulation qui se prépare, il a eu un virus, du coup, il a fait que téter, du coup, il vous a bloqué l'ovulation, il a repoussé l'ovulation. Bon, voilà, ça peut être ça, donc ça peut être très irrégulier tant qu'il y a allaitement encore. Donc, s'il y a retour de couche, ça veut dire que généralement, il y a eu ovulation 15 jours avant. Alors, le premier cycle, il est rarement ovulatoire, donc c'est pour ça que quand même, grosso modo, normalement, vous craignez rien sur le premier mois et demi. Vous verrez qu'en maternité, souvent, il y a 2 contraceptions qui vous sont proposées, soit la pilule progestative, qui s'appelle Optimizette ou Désogestrel ou Antigone, enfin voilà, tout ça, c'est la même chose, soit le préservatif. Pour celles qui n'ont pas envie de reprendre d'hormones ou qui savent qu'elles veulent un stérilet assez rapidement, ça sert peut-être pas à grand chose de démarrer une pilule pour 3 semaines ou pour 2 semaines et puis après poser un stérilet. Donc dans ce cas-là, on fait préservatif pour les quelques rapports qu'il y aura à protéger et puis après on passe au stérilet. Le stérilet, au plus tôt du plus tôt, il peut être posé effectivement 4 semaines après l'accouchement parce que c'est le temps qu'il faut pour que l'utérus il ait repris sa taille et après normalement il devrait bien se placer sans trop se décaler. Donc normalement il n'y a pas de souci à les poser aussitôt. Généralement, vous n'êtes pas pressé à ce point des 4 semaines, donc souvent on fait la visite postnatale. En fait, cette période de 6 semaines, elle se conclut avec une consultation dite postnatale.
où on refait le point sur, en fait, on est à mi-chemin entre l'obstétrique et la gynéco. On refait le point sur quand est-ce que c'était le dernier frottis, s'il est à faire ou pas. La palpation mammaire en mode dépistage de cancer du sein. On regarde l'utérus s'il a bien repris sa taille, si les ovaires sont bien à leur place, s'il n'y a pas de douleur particulière. On vérifie que les sutures ont bien cicatrisé, qu'il n'y a pas de souci particulier, s'il y a des douleurs au niveau du périnée. Et on fait aussi ce qu'on appelle le testing périnéal, c'est-à-dire on évalue le tonus des muscles du périnée et on voit s'il y a besoin de faire la rééducation ou pas. On refait le point sur la contraception, est-ce qu'il y a besoin de vous prescrire ou vous prolonger quelque chose, ou est-ce qu'il y a besoin de poser un dispositif à longue durée d'action, que ce soit un stérilet ou un implant. Voilà un petit peu le contenu de cette consultation-là. Mais effectivement, un implant ou pilule, on est sur de la progestérone pure et ça peut être posé à partir de 3 semaines postpartum. Qu'il y ait allaitement ou pas, c'est compatible. Bon, si préservatif, c'est préservatif. Les stérilés, on va attendre effectivement au moins 1 mois. Et que ce soit césarienne ou voie basse, hein, c'est pareil sur le plan théorique. En pratique, il y aura toujours des gynécos qui vont vous dire moi j'attends au moins 3 mois. Effectivement, en postpartum, l'utérus il est un peu moins costaud, on va dire. S'il y a allaitement, c'est encore plus le cas. On peut avoir un utérus un peu plus fragile. Enfin, je vous parle de ça parce que j'ai effectivement eu une pause de stérilet sur une de mes patientes qui a eu une césarienne et je crois que je suis passée à travers l'utérus. Enfin non, c'est sûr, je suis passée à travers. J'ai pas su dire par devant ou par derrière ou j'en sais rien, mais l'utérus était souple en fait. Hein. J'ai jamais senti. Je sais pas comment je me suis démerdée, mais j'ai pas eu les signaux qui m'ont fait dire que j'étais au fond de l'utérus et bref, j'ai fait une perforation et la dame elle a dû aller au bloc pour aller se faire retirer le stérilet qui n'était pas dans l'utérus, hein, qui était dans l'abdomen. Donc voilà, ça nous arrive à tous hein, en tant que pro, ça fait partie de l'aléa thérapeutique malheureusement. Donc ouais, on n'est pas trop pressé en postpartum pour aller poser les stérilets. Et maintenant, je ferai encore plus attention. Voilà, si je sens que c'est trop facile, je vous envoie facilement d'échographie vérifier comment ça s'est passé quoi. Mais voilà, donc pour ça qu'il y a des professionnels, je vous dis qu'ils restent un peu restrictifs sur les 3 premiers mois, voilà, parce qu'ils savent très bien qu'on a tous eu des perforations et on n'a pas envie d'en avoir d'autres. Donc voilà, tout ça, en fait, tout ce qui va être possible avec l'allaitement, tout ce qui est possible globalement en postpartum précoce, on va dire à partir de 3 semaines. Toutes les 3 premières semaines, généralement, on fait rien. Si jamais il y a urgence, on pense qu'on va perdre la patiente de vue, éventuellement, on peut démarrer un implant. On peut poser un implant assez rapidement. Sinon, on va effectivement attendre 3 semaines. 3 semaines, on peut faire soit implant, soit pilule progestative. Voilà, c'est à peu près tout. Sinon, 1 mois et demi, stérilet hormonal peuvent se rajouter ou stérilet au cuivre. Et les œstroprogestatives, donc les pilules comme Lilou, Minidril, Adépal, c'est les marques les pilules les plus prescrites. On les redémarrera pas tant qu'il y a allaitement, parce qu'à cause des œstrogènes, vous risqueriez d'avoir une baisse de lactation et probablement un arrêt complet de la lactation. Et si vous allaitez pas ou plus à ce moment-là, on pourra vous les represcrire, mais pas avant les 6 premières semaines, parce qu'il y a un risque de phlébite un petit peu plus important au départ. En parlant de phlébite, je vous recommande effectivement de mettre vos bas de contention dans la valise de maternité parce que le risque de phlébite, il est plus important pendant la grossesse, mais il est encore plus important juste après l'accouchement parce que le corps, il sait qu'il y a une perte de sang, du coup, il hypercoagule en contrepartie pour éviter de saigner trop. Et donc, du coup, qui dit hypercoagulation dit plus facilement formation de caillots et potentiellement, du coup, phlébite hein, et voire embolie pulmonaire. Donc, ça peut être grave. On fait quand même assez attention à ça en postpartum, surtout que vous ne bougez pas beaucoup, vous restez un peu à piétiner dans votre chambre. Donc, pensez au bas de contention, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Oui, j'ai commencé à parler périnée, mais pas beaucoup. Au niveau périnée, donc je vous ai dit, on ferait une évaluation 6 semaines après l'accouchement, là, au cours de la visite postpartum. Ça veut dire que pendant ces 6 premières semaines-là, on ne peut pas savoir si vous avez un périnée costaud ou pas, et surtout, on n'a même pas envie de savoir, en fait. Voilà, même si vous vous sentez bien, on vous recommande comme il y a eu le poids de la grossesse, l'assouplissement des tissus à cause des hormones, on vous recommande de ne pas faire d'efforts
au niveau abdominal sur ces 6 premières semaines. Donc pas de port de charge lourde, que ce soit votre enfant aîné ou les courses ou voilà, vous portez que le poids du bébé. Le cosy là, quand vous venez en consultation, par pitié, ne laissez pas le bébé dans le cosy, ça pèse trop lourd pour vous. Je sais bien qu'à notre cabinet, on n'a pas beaucoup la place pour les poussettes, mais du coup, prenez le bébé avec vous en écharpe, en sling ou ce que vous voulez, ou même juste dans les bras. Et nous, on a des transats au cabinet. Donc, vous posez le bébé dans le transat et après, vous êtes peinard. Sachant qu'en plus, la plupart des bébés, pendant les séances de rééducation, ils veulent pas rester sagement dans la poussette, ils veulent être évidemment dans les bras de maman, à faire une tétée ou pas. Donc, vraiment, votre poussette au cabinet, elle vous sert à rien. Donc laissez-la tranquille. Et voilà, donc vous portez que le poids du bébé, c'est déjà largement assez pour votre périnée. Et après, effectivement, donc on évalue au niveau tonus, au niveau de ce que vous arrivez à contracter. Et après, en tout cas, moi, les méthodes de rééducation avec moi, c'est surtout manuel. À partir du moment où il y a déjà un petit peu de contraction, où vous arrivez à peu près à visualiser, j'arrive grosso modo toujours à faire la suite, à vous faire contracter de manière spontanée et renforcer comme ça le périnée musculairement. Donc on arrive quasiment tout le temps à bosser en manuel, c'est-à-dire je vous donne des images, je vous fais visualiser des choses et vous me contractez à droite, à gauche, en haut, en bas, au fond, bref. Voilà, donc ça marche assez bien. Si vraiment je galère, je vous fais un peu d'électrostimulation avant de passer en manuel, mais généralement je peux m'en passer. Voilà, donc la rééducation sur quelques séances, entre 5 et 10 généralement, en postpartum, après la visite postnatale, quand vous retournez au boulot, enfin à la fin du congé maternité, à la fin des 2 mois et demi, souvent, c'est vrai que vous n'avez pas fini depuis très très longtemps les rendez-vous. J'avoue, moi j'essaye un peu de grouper quand même pour l'histoire que vous soyez vite rétabli et puis que vous soyez vite dégagé de ces rendez-vous-là, parce qu'une fois que vous avez repris le boulot, c'est plus compliqué de venir en rendez-vous. Voilà un peu sur la rééduc. Donc pas de sport, du coup, d'ici là, comme on a dit, pas de port de charge, mais du coup, pas de sport non plus. Tant que la rééducation du périnée, elle n'est pas avancée, on vous recommande de ne pas faire de sport à impact, du moins de sport intense. Bien sûr, vous avez le droit d'aller marcher, courte période au départ, parce que négligez pas le fait que ça puisse se fatiguer en cours de balade. Sentir une pesanteur, des choses comme ça, vous voyez, ça c'est des signaux que vous avez un peu trop tiré sur la corde. Donc, pourquoi pas effectivement aller marcher, yoga, pilates, ouais, ça c'est bien. Natation. À partir du moment où les saignements se sont arrêtés, vous pouvez aller à la piscine, aller faire des longueurs. Ça, c'est très bon pour le dos, c'est bon pour l'esprit. C'est sûr que quand on se sent un peu enfermé à la maison, qu'on n'est pas forcément bien dans son rôle de parent à toute heure, ça peut faire du bien d'aller se défouler au sport. Mais voilà, c'est vrai que globalement, vous n'allez pas avoir droit à grand-chose au début. Et une fois que la rééducation du périnée elle est faite, vous recommencerez après tranquillement, si vous faisiez du fitness ou si vous faisiez du football ou ce que vous voulez, la course à pied, voilà, on y va tranquille. Au niveau rééducation abdominale, on me pose aussi régulièrement la question, c'est pas du tout un obligatoire. Après une césarienne, peut-être un peu plus parce que les abdos ont été écartés pour procéder à la césarienne. C'est sur prescription du médecin et ça se fait avec un kiné. Autant la rééducation du périnée, il n'y a pas forcément besoin de prescription parce que si c'est la sage-femme que vous voyez et que c'est la sage-femme qui fait la rééducation du périnée, on n'a pas besoin de prescription entre sages-femmes. Par contre, une sage-femme n'a pas le droit de prescrire des actes de kiné. Donc, si vous voulez faire la rééducation du périnée avec un kiné ou la rééducation abdo avec un kiné, il va falloir que ce soit un médecin qui prescrive, que ce soit un gynéco ou votre médecin traitant. Voilà, donc ça c'est à voir. Mais c'est pas un indispensable. La rééducation abdo après un accouchement, c'est pas toujours nécessaire. C'est loin d'être nécessaire d'ailleurs. Et ça se fait toujours après la rééducation du périnée. D'ailleurs, il faut toujours que le périnée se soit déjà costaud et que le plancher soit bien rétabli avant de mettre les fondations par-dessus. Voilà. Ça, c'est pour un peu tout le physico-physique du postpartum. Mais on est d'accord que le postpartum, c'est loin d'être ça. C'est surtout ce qui se passe dans la tête, le moral. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous savez, maintenant, il y a le programme des 1000 premiers jours, tout ça. Ça a été démarré déjà avant, mais il y a un rapport, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, sur les morts maternelles. On analyse maintenant par période de 3 ans tous les décès maternels en périnatalité, que ce soit à cause des IVG, des fausses couches hémorragiques, au cours de la grossesse ou au cours du postpartum ou de l'accouchement, enfin voilà, à tout moment concernant la grossesse. Et on s'est rendu compte, avant on regardait que les facteurs, on va dire, médicaux, les hémorragies, les AVC, enfin bref, tous ces trucs-là. Et on s'est rendu compte, on disait pendant longtemps, on a dit la première cause de décès, c'était l'hémorragie de la délivrance. Ce qui est plus vrai, maintenant
voilà, c'est plus la première cause, tant mieux, hein, ça veut dire qu'on a bien pris en charge l'hémorragie, maintenant on est efficace là-dessus. Malheureusement, ce qui est devenu la première cause de décès, c'est du moins médical, enfin médical, c'est toujours médical, mais physique. Ce sont plutôt toutes les pathologies cardiovasculaires. Ben, ça, malheureusement, c'est parce que les femmes font des enfants de plus en plus tard, hein, et avec de plus en plus de comorbidités, c'est-à-dire des diabètes ou une mauvaise alimentation, du surpoids, de l'obésité, ces choses-là. Et oui, ça cause des conséquences aussi derrière. Et maintenant qu'on prend en charge la totalité vraiment de ce que c'est que le postpartum, donc y compris au cours de la première année, et qui encadre le côté psychologique, et ben en fait la première cause de décès, c'est le suicide. Et donc ça, maintenant, on met vraiment le paquet là-dessus. Donc il y a les 1000 premiers jours, vous verrez, il y a une appli pour vous accompagner. Je ne sais pas si ça se distribue encore en maternité, mais vous aurez un sac avec des petites brochures sur des conseils, des petits produits, une turbulette pour faire dormir le bébé sur le dos. Vous aurez un accompagnement quand même, vous aurez un peu plus de choses. Vous avez la sage-femme libérale qui passe à la maison 1 fois, 2 fois, 3 fois, dans les 12 premiers jours en tout cas. On essaye de faire en sorte qu'il y ait la sage-femme qui passe à la maison. Il y a quelques sages-femmes maintenant qui veulent plus aller à domicile, mais dans ce cas-là, elles vous font venir au cabinet. Donc ça, de toute façon, le suivi, voilà, il est un peu plus accompagné qu'avant. Vous avez le réseau de santé qui a mis en place une unité de soins en psychopérinatalité, hein, vraiment des psychologues, une sage-femme, il y a un psychiatre, il y a plein de monde autour de vous là qui peuvent vous accompagner s'il y a des problématiques, si l'accouchement, il y a un vécu un peu traumatique, que ça passe pas, un accouchement qui peut être vécu de manière nickel par le côté médical, et ils peuvent se dire bah oui, la dame elle a accouché voix basse, tout s'est bien passé, le bébé, la maman nickel, et qu'en fait la maman il y a un truc qu'elle digère pas, que ce soit dans l'attitude du personnel ou que ce soit dans les actes, ou que finalement elle trouve que l'accouchement ça a été un événement très choquant pour elle, elle s'attendait à autre chose. Il faut en parler. Débriefer le jour J ou même le lendemain ou le surlendemain, c'est pas toujours évident. Mais des fois, effectivement, à quelques semaines plus tard, il y a des choses qui vous reviennent, des flashs, en particulier la nuit. Vous pouvez avoir un sommeil perturbé. C'est très fréquent parce qu'effectivement, hormonalement, c'est tout un chamboulement. Donc déjà, de toute façon, le sommeil, il est différent. Il n'est pas que perturbé par l'enfant, il peut être perturbé par des flashs, je vous dis, des pensées, des réminiscences, des choses comme ça, des impressions de déjà-vu, hein, tout ça. Mais vous pouvez avoir au long cours, après, des sentiments de tristesse qui continuent à se développer, enfin à apparaître et à se développer. Vous avez sans doute entendu parler du baby blues. Et le baby blues, effectivement, c'est un état un peu mélancolique, où on peut être pas bien, on peut être euphorique le matin et au fond du seau le soir, avoir la larme facile. On est hyper émotive, il y a de la labilité émotionnelle, on peut être vraiment très en dents de scie comme ça. Le baby blues, c'est souvent J2, J3 et ça va jusqu'à 15 jours au-delà de l'accouchement. Et ça, généralement, ça passe. On rassure la maman, on coucoune, on s'occupe d'elle, on s'occupe de la maison. On rassure sur ses compétences maternelles, sur le comportement du bébé. Généralement, c'est des choses qui passent. Une fois que les parents commencent à écrire ensemble le mode d'emploi du bébé, ça commence à aller mieux. Quand au-delà des 15 jours, il y a des sentiments de tristesse, d'incompétence, on se dit non mais ce bébé il va me bouffer, des phobies d'intention, c'est-à-dire que on est en train de s'occuper de lui, tout normal, tout va bien. Franchement, je lâche les mots, hein, je préfère qu'il n'y ait pas de tabou là-dessus. Les phobies d'intention, c'est vraiment, on est en train de s'occuper de lui correctement, et puis d'un coup, dans la tête, il y a des pensées qui surgissent. Oh là là, mais je vais le faire tomber de la table à langer. Oh là là, mais en fait, je vais le mettre dans le four. Oh là là, mais je vais le noyer dans son bain. Des trucs, mais complètement irréalistes, mais qui font peur. Et ça commence à être les petits signaux que il faut peut-être se dire attends, il faut peut-être que j'aille poser mes valises avec quelqu'un d'extérieur à tout ça. Et je vide mon sac et ouais. Ou alors je vais sur le balcon, je vais crier un coup, ou alors je vais faire le tour du pâté de maison, je vais courir, ou enfin voilà. Ça veut dire c'est un petit signal d'alerte. Il faut commencer à se dire ok, il y a des trucs bizarres, c'est pas normal. Normalement, je suis pas comme ça. Je vais en parler. Des fois, il suffit d'un rendez-vous, 2 rendez-vous, et hop, ça passe, et ça y est, on se rassure, et en fait, tout va bien. Mais des fois, c'est encore plus, voilà, ça va encore un peu plus loin. Il peut y avoir vraiment, je vous dis, des reviviscences de l'accouchement pendant des semaines, des nuits surtout. Ça va pas, on est triste, on n'est pas bien. Avec le lien avec l'enfant, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Mais on sent bien qu'on n'a plus notre vie d'avant. C'est compliqué. Et puis le conjoint, on pensait qu'il allait nous aider. Et puis finalement, il a repris le boulot, il nous aide plus du tout. Puis nous, on se culpabilise. On dit, bah oui, lui, il bosse, moi, je suis à la maison, alors je vais tout faire. Bah ouais, mais en fait, non, vous êtes déjà en train d'élever votre enfant. Et ça c'est déjà un rôle 24 heures sur 24. Élever l'enfant, ce n'est pas s'occuper de la maison. C'est différent. C'est un deuxième job à temps plein. Donc non, mettez-vous pas trop la rate au courbouillon. Enfin, votre rôle déjà de maman, je vous dis, c'est d'élever votre enfant en toute sécurité, que ce soit la sécurité du bébé,
comme la vôtre aussi, sécurité émotionnelle. Donc essayez de pas vous mettre trop d'objectifs. Un jour à la fois, on est cool, on y va tranquille, on demande de l'aide, on n'hésite pas. Enfin, les gens, les familles, les amis, mais la plupart du temps, les gens, on demande de l'aide, ben, ils disent ben oui, il n'y a pas de problème. Ok, là, je peux pas t'aider là tout de suite, mais demain, si tu veux, je viens, ou ce week-end, ou et puis il y a des gens qui auront le cœur sur la main. Oui, pas de problème, je suis là dans 1 heure, quoi. Enfin, ne pas hésiter à demander, ne restez pas dans votre truc. C'est encore pire, en fait. On tourne encore plus en rond et on a besoin finalement de cette aide extérieure. C'est très dur à faire. On est maintenant dans ces sociétés très individualistes. On pense que chacun doit faire sa vie et qu'on doit tous se démerder. Mais non, en fait, on a toujours de l'aide disponible. Même quand on a pas de famille ou pas trop d'amis localement, ben, on a toujours quelqu'un qui peut nous aider. On a des associations qui mettent en place des heures de ménage ou des choses comme ça, où la famille, si elle est éloignée, elle peut très bien vous payer des heures de ménage. À distance, elle vous organise des heures de ménage. La personne, elle vient 1 heure, 2 heures à la maison, s'occuper des aînés, vous passez faire les courses et vous ramenez les courses, vous faire 1 heure de ménage à la maison, vous démarrez une lessive, vous les en étendre une, pendant que vous faites 1 heure de dodo. Et ils peuvent même s'occuper des enfants, hein, même de votre bébé, même pendant 1 heure, vous allez dormir. Enfin, tout est envisageable. Donc n'hésitez pas à faire appel à ce genre d'aide. C'est bien plus, vous en retirerez bien plus de bénéfices probablement qu'un millième doudou ou qu'une chaise haute pour enfants dont vous ne vous servirez pas avant 6 mois. Donc vraiment, vraiment, comptez plus là-dessus. La famille, s'ils viennent vous rendre visite, qui viennent avec, bah, c'est pareil, quand ils viennent, ils démarrent une lessive, ils en étendent une, ils vous font un brin de ménage, ils vous permettent de s'occuper des grands pendant que vous faites une sieste avec le bébé. Et c'est pas, je vous prends le bébé, je vous fais des gousi-gousi pendant que vous êtes en train de le regarder pleurer parce qu'il a envie d'une tétée et qu'en attendant, vous faites une lessive, quoi. Non, c'est une aide, c'est pas ça. La visite, elle doit pas servir à ça. La visite, elle vient avec un plat de lasagne qui va vous durer 2 ou 3 jours, ou elle vous commande une pizza, ou ce que vous voulez, mais au moins que ça vous décharge du temps. Voilà, ça c'est vraiment, c'est ça que ça va vous aider. Ou qu'elle vienne vous coucouner avec des trucs que vous aviez pas le droit de manger pendant la grossesse. Moi, je me souviens d'avoir, bah voilà, j'étais en train de faire mes études de sage-femme et bah, du coup, je valorise, enfin, je voyais encore mieux ce que les femmes avaient besoin en postpartum. Et j'ai une copine qui a accouché. Je lui ai fait, on s'est fait un apéro. Le bébé devait avoir moins d'1 mois. C'était bière, champagne, bulot, sushi, Saint-Nectaire bien coulant. Enfin bref, on s'est fait plaisir, quoi. Charcutes, on a mangé mal, mais on a mangé bien, quoi. Et donc voilà, ça fait plaisir. Ça, c'est des trucs. Et d'ailleurs, son enfant aîné a peut-être 6 ans maintenant. Elle m'en parle encore de cette soirée. Donc c'est là que je me dis que ouais, on a fait un truc. Moi aussi, je me suis fait plaisir, et en plus, je lui fais plaisir. Ça fait vraiment du bien. Et c'est quelque chose qui vous durera longtemps, plutôt que je vous dis des doudous et des machins. Ça, voilà. Les visites en maternité. Alors, les visites en maternité, c'est que l'après-midi. C'est normalement. Alors en ce moment, il y a une énorme recrudescence de coqueluches. Donc franchement, franchement, limitez les visites. C'est pas parce que c'est la maternité que c'est enfin que c'est open bar, quoi. Ok, c'est pas chez vous. Chez vous, bizarrement, les gens ils hésitent beaucoup plus. Ils appellent avant de venir, ils vous demandent si c'est possible. Il reste 1 heure ou 2, ce qui est déjà beaucoup, hein, 2 heures, et ils repartent. En maternité, c'est comme si c'était terrain neutre, c'est pas chez eux, du coup ils s'invitent quand ils veulent, enfin du moins il y en a, hein, qui préviennent pas, ils viennent. Et l'autre coup, pas sur cette semaine-là, mais la semaine d'avant en mater, une patiente, elle avait eu jusqu'à 15 visites dans la chambre, elle était dans son lit et tout le monde, non, voire même à un moment donné, elle a dû aller dans la salle de bain s'isoler avec son tire-lait, parce qu'il y avait trop de monde dans la pièce, personne l'a aidée, personne s'est dit merde, je vais peut-être sortir, elle a peut-être envie que... Non, visiblement, les gens n'avaient pas cette correction. Et en plus, ils connaissaient à peine les gens, parce qu'il y en a un qui disait: «Ah, je cherche la chambre de tel prénom, et c'est quoi le nom de famille de la dame?» «Ah bah, je sais pas». Putain, ils connaissaient même pas le nom de famille de la dame, quoi. Ils connaissaient pas le prénom du bébé. Enfin, franchement, ce genre de visite, mais passez-vous-en, quoi. Vous avez déjà beaucoup de monde qui passe le matin pour les soins, pour vous comme pour le bébé. Filtrez franchement les visites, et pas le premier jour, quoi. Le premier jour, il faut que vous reposiez, que vous mettiez en place déjà les premières tétées. Enfin, franchement, essayez de filtrer. Le papa, par contre, il peut rester 24 heures sur 24. Et la fratrie du bébé, ils peuvent venir, alors que aux horaires de visite, mais ils ont le droit de venir tous les jours. Enfin, voilà. Évidemment, si les enfants sont malades, ils viennent pas, ils portent un masque. Là, avec la coqueluche, franchement, c'est masque recommandé pour tous les visiteurs. Gel hydroalcoolique, enfin même chose que pour le Covid. Franchement, il faudrait vraiment, vraiment limiter les visites au maximum. Et après, ben, à la maison, ben, c'est pareil, hein, s'ils viennent, ils s'incrustent pas toute la journée. Enfin, voilà, vraiment, ils vous aident, hein. Et après, qu'est-ce qui se passe d'autre au cours de ce mois-là? Ben, on n'est pas trop mal.
Faites attention à vos conjoints. La dépression du postpartum, je trouve qu'elle concerne les 2 personnes du couple parce que, parce que voilà, on a des papas maintenant qui sont de plus en plus impliqués. C'est chouette, hein, on a aussi le congé paternité et tout, ils sont 1 mois à la maison, voire plus, hein. Pour certaines entreprises, ils ont des congés maternité qui sont paternité qui sont prolongés et c'est génial parce que c'est ça qui fait qu'il y aura vraiment égalité femmes-hommes, dans le futur. D'avoir la même durée de congé maternité, ça veut dire que la contrainte d'embaucher un